Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. De l'autre côté de l'Atlantique, mon collègue Mathieu Bock-Côté est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour! Oh, on t'a pas entendu sur le départ, Oui. Mathieu, mais le voilà, le doux son de ta voix. Bonjour! On m'en je ne sais pas, mais c'est bien ma voix. Bonjour. Écoute, Mathieu, tu voulais t'insérer dans cette conversation qu'on a depuis ce matin, je t'avoue, sur l'espèce de calcul qui fonctionne pas. Tu sais, la mathématique de t'as plus de bureaucrates, t'as plus de fonctionnaires, t'es censé avoir des meilleurs services. Mais là, c'est comme l'équation, on fait 2 plus 2 égale 1. Là, tout le monde fait... Non, mais... Hein? Puis on comprend pas qu'on n'ait pas des meilleurs services, mais on continue à mettre des gros salaires puis plus de fonctionnaires. Ah ouais, donc. Non, mais moi, ce qui me frappe dans ce dossier, c'est, d'abord et avant tout, la qualité de l'information produite par le journal. C'est-à-dire là, ça permet de voir une réalité qui nous était invisible, qui était invisibilisée, qui était difficile d'accès, mais qui est une réalité, c'est-à-dire l'existence d'une nomenclatura, comme on aurait dit en Union soviétique, d'une nomenclatura surpayée, au sein de l'appareil étatique. L'appareil étatique, j'entends le municipal, le provincial, le fédéral. On s'entend là, c'est-à-dire que c'est en fait tout l'appareil administratif qui existe au Québec et les 3 étages, sans oublier les autres, tout ce qui existe aussi. Donc, il y a une caste véritablement qui existe, mais on traite cette question-là. Et ça me frappe dans le débat public qui suit les révélations du journal. On traite ça sur le mode de l'incompréhensible. On traite ça sur le mode, sur le mode de l'absurde. Or, si on décide de faire une histoire et un peu une sociologie de la bureaucratie dans les sociétés occidentales, pas qu'au Québec d'ailleurs, c'est vrai partout en Occident, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a eu un tournant qui s'est pris quelque part dans les années 50 dans nos sociétés, ensuite s'est radicalisé au fil du temps. C'est que l'État, on s'est dit, c'est le projet de la social-démocratie est simple. Il faut assurer des services sociaux élémentaires à la population. Globalement, la santé, l'éducation, on comprend ça. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que l'État s'est dit qu'il devait lui-même assurer l'administration de ses services. Donc, c'est pas qu'il ne fournit pas aux citoyens, par exemple, par je ne sais quel chèque, par exemple, le chèque scolaire pour l'éducation, mais ça pourrait être autre chose. Il décide lui-même de se donner l'infrastructure administrative et bureaucratique nécessaire pour livrer ses services. Par ailleurs, il ne cesse de multiplier ses missions, des missions toujours plus nombreuses. Puis chacune d'entre elles, moralement, peut sembler tout à fait noble. Je dirais, on va toujours trouver de bonnes raisons de se dire l'État doit faire ça, il suffit de coller l'étiquette bien commun. Ensuite, il arrive un stade dans la croissance de la fonction publique dont, en tant que tel, l'État ne cessant de multiplier ses missions, il ne cesse de multiplier les cadres. Ça, il faut comprendre ça. Et ça devient, ensuite, il y a un effet de masse qui fait en sorte que cette fonction publique, parapublique, municipale, provinciale, fédérale, il arrive qu'elle se constitue presque, et là je reprends des analyses qui remontent aux années 50, mais qui sont confirmées, je crois, aujourd'hui, depuis en plus on refuse dans les années 70, la bureaucratie se constitue comme une classe sociale. C'est une classe sociale avec ses propres intérêts, sa propre logique. Et l'objectif de cette caste, c'est de croître sans cesse. Donc la bureaucratie génère des bureaucrates qui génèrent d'autres bureaucrates qui génèrent d'autres bureaucrates. Puis à un moment donné, cette classe ne cesse de s'étendre et on en perd le contrôle. Ce qui fait que tous les gouvernements qui veulent limiter le nombre de fonctionnaires parviennent au mieux à ralentir la croissance du nombre de fonctionnaires. Donc, il y en a toujours plus, bien qu'il y en ait un peu moins plus que prévu. On ajoute à ça, et c'est important, qu'on en perd la trace et ces bureaucraties qui se multiplient, mais là, à l'intérieur de ça, il y a un phénomène de hiérarchie qui se crée dans la bureaucratie. Donc là, il y a les petits fonctionnaires, appelons ça reprenons les catégories du monde d'hier, la petite bourgeoisie du service public, les fonctionnaires ordinaires, qui sont pas très bien payés, mais qui sont pas non plus maltraités, mais dont l'avantage principal, c'est généralement la sécurité d'emploi, la retraite, donc ce qui est pas négligeable, surtout dans un monde comme le nôtre. Non.
Mais au sommet de la société, il y a une aristocratie du service public qui se crée, une aristocratie moins du mérite que de la capacité d'accaparement des ressources collectives. Et là, ces gens-là se mettent dans un état d'esprit où ils disent « Ah, mais dans le privé, ils seraient payés autant. » Et là, il faut leur rappeler que le privé, c'est pas la même chose que le public. Ça donne pas les mêmes avantages. C'est pas les mêmes Dans le privé, il y a plus de risques. Et c'est tout bien qu'il y a aussi des administrations dans le privé. Exagéré. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? On se retrouve avec une forme d'obésité bureaucratique morbide qui ne peut par ailleurs assurer sa croissance qu'en pratiquant ce que j'appelle le braquage fiscal à répétition. Donc, les catégories sociales productrices, les emplois producteurs de richesse, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'État, mais qui produisent la richesse vraiment, on les ponctionne toujours davantage pour transférer l'argent nécessaire, et là, on le dit sur le nom du bien commun, de la social-démocratie, de la redistribution de la richesse. Dans le fait, c'est un transfert de richesse opéré du privé au public, et le public peut continuer de croître ainsi. Si on voit toute cette logique-là, on comprend que moi, c'est pour ça que je suis devenu assez sévère sur ça. Moi, je n'accorde de plus mentalement, parce que concrètement, j'ai aucun pouvoir là-dessus, à l'État le droit de lever le moindre centime d'impôt supplémentaire, le moindre sou d'impôt supplémentaire, parce que en plus de ça, donc, on voit l'État ne cesse de croître. En plus, puisqu'il ne cesse de se donner des missions, mais les revendications sociales se multiplient. L'État multiplie les programmes. Dès lors qu'il fait un programme, c'est criminel de revenir dessus. Donc, on a un État qui surtaxe, qui surimpose, qui surtarife, mais qui, en plus de ça, s'endette, accumule les déficits, plombe l'avenir des prochaines générations et est même pas capable de livrer correctement ses services parce que l'argent est canalisé dans cette bureaucratie victime d'obésité morbide. Ah ben, tu mets tout ça ensemble, c'est pas une simple crise de la dépense publique qu'on a, c'est pas simplement une crise des salaires, c'est une crise de la social-démocratie comme régime, de l'État-providence comme régime, de l'étatisme comme régime. Puis moi, je crois à l'État, on s'entend, l'État a des fonctions essentielles, la santé, c'en est une vraie, mais ce qu'on constate, c'est qu'en ce moment, la bureaucratie de la santé, c'est plus une mission que la santé. L'éducation, c'est une vraie mission. Les routes, évidemment, mais à ce qu'on en voit, c'est pas de réussite. L'armée, théoriquement, mais on voit que c'est une catastrophe à Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'État, malgré tout ce qu'il prend, ou peut-être à cause de tout ce qu'il prend, engouffre tout ça dans une impuissance institutionnalisée et une inefficacité institutionnalisée. Puis, comme un immortel, s'il ose se désoler de ça, on l'accuse d'égoïsme parce qu'il voudrait avoir un peu de son argent. C'est une dynamique assez complexe, mais qu'il faut chercher à expliciter parce que sinon, on va se contenter de faire des plaintes, on va des lamentations, mais on n'aura pas d'emprise sur ça. J'adore ta comparaison que tu fais avec la bourgeoisie, l'aristocratie, parce qu'à ce moment-là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une royauté de la bureaucratie qu'on est en train de créer, par exemple, avec Santé Québec? Parce que, sincèrement, notre seule solution, c'est l'ironie pure, Mathieu, corrige-moi si je me trompe, à trop de bureaucratie ou une bureaucratie qui est non fonctionnelle, c'est de créer, là, tant en mobilité, en transport en commun que en santé, de la nouvelle bureaucratie pour gouverner le reste de la bureaucratie, pour être sûr que la bureaucratie fasse la bureaucratie. J'en parlais avec Emmanuel il y a quelques jours dans le cadre de l'émission, donc parce que c'est l'argument effectivement des partisans des nouvelles agences. Ils nous disent « Ah, mais c'est très bien, ça va contourner les bureaucraties inefficaces. » OK, mais si la bureaucratie nouvelle reposait sur l'assèchement financier de la bureaucratie antérieure, je dirais bravo, bon coup les gars. Mais dans les faits, on risque d'avoir devant nous un phénomène de dédoublement bureaucratique, comme il y en a déjà beaucoup, comme il y en a déjà, soit dit en passant, entre Ottawa et Québec. Hein. Ça, c'est la partie qu'on ne doit jamais oublier dans notre société suradministrée, c'est qu'il y a un niveau de gouvernement de trop qui nous suradministre, en plus qu'il le fait à l'extérieur de ses prérogatives constitutionnelles. Donc là, qu'est-ce qu'on voit avec tout ça? On voit une inefficacité institutionnalisée. Et ça donne raison, non pas aux libertariens dans leurs propositions politiques, qui me semblent relever d'une forme d'idolâtrie du marché, mais à certaines des critiques de ces libertariens qui ont identifié depuis longtemps les dérives de l'action publique. Donc, pour sauver un État qui fonctionne, je pense qu'il nous faut un État svelte mais fort, plutôt qu'un État obèse, étendu, mou et impuissant. Une bureaucratie saine dans un corps sain. Bon, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, Mathieu. Disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Écoute, c'est un dossier certainement que tu vas suivre puisque tu es très près aussi là, de l'Espagne, le mouvement catalan, l'indépendantisme, les rues remplies de drapeaux. Ça nous semble quasiment dans un autre monde, dans une autre époque, Mathieu, parce que maintenant, ça s'essouffle lentement, mais sûrement, puis à la veille, avec des élections qui risquent d'arriver, c'est peut-être la fin d'un mouvement.
Ben, on y arrive. En fait, on va faire ça en 2 minutes assez rapidement, mais c'est important de le mentionner. Il y avait des élections dimanche en Catalogne, des élections régionales, on appelle ça. Et les indépendantistes qui tenaient le pouvoir depuis 12 ans ont perdu le pouvoir. Ils sont encore en situation, du moins c'est ce qu'espère Carles Puigdemont, de former un gouvernement minoritaire. C'est pas inimaginable, mais disons qu'ils ont perdu le pouvoir. Mais là, moi, ce qui me frappe, donc les socialistes sont en position de l'exercer, mais à condition de faire une coalition avec des indépendantistes. Ce qui me frappe en Catalogne, c'est qu'ils ont essayé l'indépendance et ils ont échoué. Faut pas l'oublier. L'État espagnol a maté l'insurrection catalane, qui est une insurrection démocratique. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est de voir que là, évidemment, quand les indépendantistes perdent, eh bien, il y a un effet à cette défaite, eh bien, et ils ont perdu électoralement, mais ils se maintiennent, hein, soit dit en passant. Donc, il n'y a pas la défaite d'effet, et quand vous perdez une bataille aussi importante que celle de l'indépendance, tôt ou tard, vous en payez le prix. Les indépendantistes catalans, quoi qu'on pense de leur cause, vont devoir redéfinir leur stratégie dans les années à venir. C'est un indépendantisme éclaté, hein, entre un centre droit qui est le pôle majoritaire, une gauche qui compte, aussi une gauche radicale qui est très présente, et aujourd'hui, une droite nationaliste très minoritaire, mais qui vient d'émerger d'un séparatisme de droite nationaliste catalan. Mais tout ça ensemble, ils vont être obligés, quel que soit le résultat, quel que soit le gouvernement qui sera formé, ils vont devoir transformer leur stratégie, mais ça nous rappelle une chose qui est fondamentale, un peuple qui essaie de faire son indépendance et qui échoue en paie le prix. On l'a vu en 80, on l'a vu en 95. Voilà pourquoi chez nous, il va falloir réussir en 2027. C'est toujours intéressant de suivre les autres luttes indépendantistes de partout sur le globe. Mathieu Bock-Côté, bonne émission. Un plaisir de converser avec toi. Merci, bye bye.